minuit, c'est l'after sur RMC, sur BFM Sport. Daniel Riolo est là, Jérôme Rotten, Lucie Bacon toujours avec nous. Et on reçoit tout de suite Simon Tanguy. Pourquoi ? Parce que le festival La Lucarne revient. RMC est partenaire. Simon, bonsoir. Bonsoir. Alors, juste avant qu'on parle du festival, petite info. Est-ce que vous connaissez le dénommé AG Hareide ? C'est le coach du Danemark. Alors il a défoncé l'équipe de France aujourd'hui, mais tranquille. Donc il dit, bon, de toute façon, moi je crois pas en cette équipe. Que je sois damné si nous ne donnons pas du fil à retordre à cette équipe qui franchement n'a rien de spécial, dit le sélectionneur du Danemark. Il dit bon... c'est bon ça, c'est rare les mecs qui parlent comme ça. Il dit Kanté, il n'a pas le profil d'un leader. Pogba, lui, un jour bien, un jour mal, un jour cheveux blancs, un jour cheveux bleus. Bon, on verra. Oui, voilà. Donc en gros, il dit il n'a pas peur. Ouais, est-ce que tu vois qu'il a dit ça un peu pour les énerver ? Tu crois qu'il y avait une petite stratégie ou quoi ? C'est juste lâché le mec. À mon avis, il y a de l'humour. Là-dedans, parce qu'il parle des cheveux de Pogba et tout. Quand on voit sa tronche, il n'a pas trop l'air de rire. Oui, mais peut-être en photo comme ça. Toi, tu prends en train de coacher. Non, mais n'importe quoi, Gilbert. Tu prends une photo, il est en train de coacher. Autant que le Hollandais. Je pense qu'il est blagueur, le chambreur, le Danois. Peut-être. Bon, en tout cas, voilà. On va voir si Didier Deschamps va répondre. Mais comme il nous l'a dit la dernière fois, il ne parle pas tous les langues à l'étranger. Donc je sais pas comment il répondrait de la même façon. T'aurais fait quoi, toi ? Je répondrais de la même façon, en le chambrant aussi. Tu diras le Danemark depuis 92. Franchement ils n'ont rien fait. Voilà, et même avant. Depuis que le Bison et le Kira Larsen a arrêté, il n'y a plus rien. Exactement. Voilà. Et puis c'est pas avec Braithwaite que. Braithwaite. Historiquement, le Danemark a quand même souvent. Comment c'était l'expression donner du fil à retordre. Donner du fil à retordre, c'est vrai. 84, ça avait été très très dur. Ça s'est fini par un coup de boule de Badian le 1-0. 2002. Ah, 2002, magnifique. En 98, il y a aussi, mais le match était pas une balade, 2-1 quoi. Oui, mais bon, l'équipe, elle était. Bien sûr. Non, il servait à rien. Oui. Non, mais souvent. Bon, bref. Non, mais là, ils ont. Bon, qu'est-ce qu'il y a au problème de la exceptionnelle. Alors, rappelons le concept, parce que ça se passe à Paris. Exactement. Alors, si vous êtes partout en France et que vous voulez voir les plus beaux documentaires de l'année de foot, 100% foot 100% foot, que ça. C'est le seul festival de cinéma en France consacré uniquement au football. C'est la 6e édition maintenant. C'est la 6e édition. Quels sont moi, je me souviens, j'étais venu à la première édition. On se connaît depuis très longtemps. Quelles sont les évolutions ? Quand vous avez démarré, je me souviens, c'était vraiment. C'était du bricolage. Une bande de jeunes qui avaient envie de faire quelque chose super intéressant, de lier cinéma, foot, de trouver des docs et tout. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez maintenant de la crédibilité dans le milieu ? Vous arrivez plus facilement à trouver les films ? Comment ça se passe en fait ? Vous étiez à Cannes par exemple ? Ah oui, bien sûr, on était à Cannes, forcément. Non, pour les films, on bosse beaucoup plus là-dessus, effectivement, parce que de toute façon, on était limité d'entrée par la question du sous-titrage, et maintenant, c'est quelque chose qu'on arrive à produire beaucoup plus facilement, ce qui nous permet de diffuser des films, là, typiquement cette année, polonais, ukrainiens, etc. Donc, on peut aller beaucoup plus loin dans la programmation. Et après, on a réussi à ficeler un peu mieux le festival. Forcément, au bout de la 6e édition, on commence à être rodé. Et effectivement, en termes de crédibilité, ça marche, quoi. C'est une 6e édition. L'année dernière, typiquement, sur le taux de remplissage, on devait être à plus de 90%. Je pense qu'il y a quasiment toutes les séances étaient remplies. Donc, certes, les jauges restent assez petites, mais malgré tout, on arrive à rencontrer notre public. Il y a quoi au programme cette année ? Alors, au programme cette année, on est surtout sur du foot de l'Est, forcément, à quelques jours du début de la Coupe du Monde. Ah, j'aime bien ça, moi. Forcément. Tu vas y aller. Tu lui files un maillot. Est-ce qu'il y a le célèbre documentaire produit par Julie Gaillet sur le foot en Roumanie ? Non, d'ailleurs, c'est lequel ? C'est l'histoire de Starbit qui a arbitré un match Steaua rapide sous la neige. Match retour. Qu'il fallait pas arrêter parce que le fils Ceausescu avait dit on gagne aujourd'hui. Ouais, c'est Porambouliou, le réalisateur, c'est match retour. File un maillot DDDR ou CCCP à Gilbert, il vient direct voir ça. Oh là là. Vous ne vous intéressez pas à cette zone de l'Europe. C'est malheureux pour vous. Et du coup, en foot de l'Est cette année, on a 3 films. Donc on a un film russe, c'est une fiction qui s'appelle Okolo Footballa, qui veut dire logiquement à côté du foot, qui est devenu un terme maintenant qui est lié vraiment au hooliganisme en Russie, qui a été coécrit notamment par des hooligans russes, et donc ce qui fait que les images qui sont présentes dans le film et la représentation des hooligans est plutôt juste et vraiment assez poussée justement par rapport à une fiction. On a ce film russe, on a également un film ukrainien, un documentaire qui s'appelle Lobanovsky Forever, forcément sur Lobanovsky. Qui est vraiment très intéressant puisqu'il reprend forcément toute la carrière, notamment les 30 ans qui ont fait tout son succès, mais aussi sa carrière de joueur, où on apprend que le gars était plutôt fainéant. Au final, le gars il aime pas trop courir, ce qui est assez étonnant quand c'est surtout un énorme alcoolique, Lobanovsky, par ailleurs. Mais ce qui est assez étonnant, que c'était à quelqu'un qui voulait pas courir, alors par rapport à tout ce qu'il a fait subir à ses joueurs derrière, c'est assez marrant, un petit clin d'œil. C'est souvent le cas. Ouais, là c'est assez drôle. Mais c'est vrai. Mais on peut te des entraîneurs comme ça. Vaïd Halilhodžić.
De l'Est aussi. Il aimait pas courir, Vaïd. Il faisait, quand il était joueur, c'était un super joueur de football, mais et les tours de terrain, il aimait pas ça. Un petit peu, un peu beaucoup même, je peux te dire. On me l'a expliqué. Par contre, depuis qu'il est coach, les mecs, ils courent. Ah ouais. Donc c'est souvent le cas. Donc ouais, on a Lobanovski Forever, forcément c'était obligatoire presque de parler de Lobanovski. Le documentaire est vraiment bien, on a pas mal d'images d'archives et puis de conversations avec des entraîneurs comme Ancelotti par exemple, qui explique toute l'admiration qu'il peut avoir pour Lobanovski encore aujourd'hui. Et on a également sur le même sujet donc un film polonais qui s'appelle Mondial au-delà du jeu et qui s'intéresse au parcours de l'équipe de Pologne en 82. Au moment de la loi martiale qui est en vigueur dans le pays. Et donc le parallèle entre les difficultés que des gens, et notamment des partisans de Solidarnosc dans le pays, qui étaient cantonnés dans des camps, enfermés dans des camps, et qui devaient vivre la Coupe du Monde à travers des écrans, et qui étaient partagés entre l'idée de est-ce que la Pologne doit réussir un beau parcours et du coup ça va profiter au régime en place, ou est-ce qu'on est contre et en même temps on renie un petit peu nos principes simplement de spectateurs et de supporters de l'équipe nationale. Donc là il y a vraiment les joueurs côtés. Étaient dans quel camp eux? Bon, on ne sait pas trop justement. Ils essayent les partisans essayent de détecter un petit peu les signaux qu'ils pourraient voir. Boniek, il a toujours été un peu proche du pouvoir. Boniek, à ce moment-là, pas vraiment, parce qu'il avait été suspendu dans la campagne de qualification juste avant. Il a été suspendu par la fédération 6 mois parce qu'il s'était opposé justement à la non-présence de certains joueurs. Donc il avait été suspendu 6 mois. Donc c'était quelqu'un qui était un petit peu entre deux. Vous savez que Boniek, dans les histoires avec Obraniak et Perkis, là, qui ont joué avec l'équipe de Pologne et qui se sont fait quand même globalement insulter par toute la presse polonaise et tout, Boniek était derrière tout ça en fait. Boniek ne voulait pas de ces mecs-là. D'accord. Il voulait pas. Ouais, mais moi je comprenais sa position à partir du moment où le mec vient par opportunisme total. Alors je dis pas que c'était le cas pour Ludo et pour. Si, c'est ce que tu es en train de dire. Non. Perkis et Obraniak. Non, je suis pas en train de te dire ça. Je dis, si tu démontres que le mec vient uniquement parce que tu veux jouer une Coupe du Monde et par opportunisme. Ouais, moi, mais les sélections pour ce genre de raisons-là, j'ai toujours trouvé que ça n'avait aucun sens. Exact. Voilà. Mais ça ne veut pas dire que les deux c'était le cas. C'est pour ça que je t'ai pas dit que eux c'était le cas. Mais lui il s'est mis en. Mais Obraniak était venu nous en parler ici. Il racontait que ça lui a fait plaisir. Il nous avait raconté également qu'il avait eu des problèmes même en interne dans l'équipe. Certains rechignaient à le voir venir. C'est une question intéressante. C'est-à-dire pourquoi tu joues pour l'équipe nationale? Par intérêt, parce que tu as envie de jouer pour l'équipe nationale, c'est important. Moi, je pense qu'il faut laisser les gens libres. C'est comme pour l'histoire Rabiot. Il fait ce qu'il veut, il n'a pas envie, il vient pas. Mais après, il revient plus. Voilà. Autre chose au programme? Bien sûr, donc là c'était tout ce qui concernait le football de l'Est. Après globalement on a d'autres sujets. On va ouvrir le festival donc au Luxor le jeudi prochain avec un documentaire qui s'appelle The Workers' Cup qui s'intéresse aux conditions de travail. Raconte le Luxor pour ceux qui ne connaissent pas. C'est vraiment une très belle salle historique de Paris. Nous on est sur la 2e salle, donc il y a une très très belle salle également et qui est vraiment, on est très très heureux à chaque fois. C'est la 2e année qu'on y est et on est très heureux de pouvoir y faire notre ouverture. Et donc le film d'ouverture, donc c'est The Workers' Cup qui s'intéresse aux conditions de travail des ouvriers qui travaillent justement pour la construction des stades au Qatar. Donc c'est une équipe qui a réussi à vraiment à suivre des joueurs durant un tournoi justement qui concernait que les ouvriers. Et qui se sont infiltrés donc dans une équipe en particulier. Et donc on suit un petit peu les parcours de ces gens-là. Certains expliquent qu'ils sont venus au Qatar à la base parce que leur agent leur a dit qu'ils allaient devenir footballeurs professionnels. Et les gars se retrouvent là sans comprendre ce qu'ils font vraiment là, en espérant atteindre un club pro, mais avec très peu de chances que ça aboutisse. Et donc là, ce tournoi, pour certains, ça représente vraiment leur dernier espoir d'avoir une vie meilleure. Donc c'est assez fort. Et c'était surtout exclusif pour le coup, le fait d'être vraiment au sein même d'une équipe de ce type. Et puis il y a le célèbre documentaire qui est déjà passé à la télé, je crois, sur le Beitar Jérusalem. Il est passé sur Netflix. C'est là que je l'ai vu. Ouais, Forever Pure. Effectivement. Une histoire incroyable. Là, l'actualité fait que c'est un sujet d'autant plus épineux. Mais effectivement, donc là, on suit le Beitar Jérusalem et tout particulièrement la saison 2013, durant laquelle ils ont intégré 2 joueurs musulmans tchétchènes dans la. Il faut savoir que le Beitar Jérusalem, c'est le club des ultra orthodoxes juifs, extrême droite israélienne. Donc là,
Ouais, voilà, donc c'est exactement ça. Et donc là, club entraîné par Luis Fernandez il y a quelques années. Ouais, qui a eu des problèmes d'ailleurs après avec le président qui est un sacré personnage. Il avait ramené Jérôme Leroy. Il avait ramené Francis Yacer adjoint. Ouais, c'est ça. Si je dis pas de bêtises, Gaïdamac du coup. Personnage, Gaïdamac. Bah là, il est dans le documentaire. Il était bien entouré. Et c'est assez incroyable, Gaïdamac dans le documentaire. Effectivement, homme d'affaires, russo, israélien, même avec la nationalité française. Vraiment, il y a 4-5 nationalités. Trafiquant d'armes ou Angola Gate, il avait fait de la prison en France il y a quelques années de cela. Et du coup, notamment ce personnage assez incroyable de président. Donc, il explique clairement qu'il a utilisé le bétard à des fins politiques. Lui, il a investi de l'argent en se disant, bah moi, tout ce que je veux, c'est être élu à Jérusalem. Il a recueilli 5% des voix, il n'a pas été élu, et à partir de ce moment-là, il a dit moi je mets plus d'argent, c'est fini. Et il a fait exprès donc de faire venir 2 joueurs musulmans, tchétchènes musulmans, pour justement foutre un bordel total dans le club, pour justement casser tout ce qu'il y avait, et ça a vraiment bien marché pour le coup, parce que ça a été un sacré boxon. Et c'est assez impressionnant de voir la réalisatrice Maya Zinstein a suivi pendant 1 an tout le club, avec notamment, on voit des joueurs qui étaient adulés au début, comme Ariel Harouche, qui était le gardien qui joue maintenant à Chypre, parce qu'il était vraiment persona non grata depuis au Bétard, et qui au début est totalement adulé par les supporters, et arrivé à la fin, vu qu'il a émis une espèce de soutien envers les joueurs musulmans, a été totalement mis de côté. Et donc les supporters l'ont vraiment pris en grippe et c'était fini pour lui. Donc, mais le documentaire est vraiment, vraiment impressionnant pour le coup. C'est vraiment, moi je le conseille absolument. Alors juste le principe du festival, donc il y a qu'une seule projection de chaque film par film, donc il ne faut pas la rater. Ouais, c'est ça. C'est 5 € la séance pour chaque film, à part au Luxor où c'est sur invitation. Mais sinon, à partir donc le Luxor, on est au 31 mai. À partir du 1er juin jusqu'au 3, on sera au Point éphémère dans le 10e arrondissement. Et donc là, c'est 5 € la séance effectivement. L'idée, c'est qu'aussi on est donc des films qui sont pour la plupart inédits. Donc à part Forever Pure, sinon je pense que la grande majorité ne sont pas passés en France. Et l'idée, c'est d'avoir aussi un débat à l'issue de chaque projection d'une demi-heure avec des journalistes, différents intervenants qui vont justement parler du sujet et du film pour pouvoir un petit peu creuser justement le sujet qu'on a évoqué avec la projection, quoi. Okay. Voilà, donc si vous voulez vous faire un week-end cinéma, foot et cinéma à Paris, si vous êtes parisien, vous êtes sur place, et sinon venez à Paris. Ça a l'air sympa. Merci. On espère vous y voir, du coup. On va déjà envoyer Gilbert. Parce que moi j'ai revu les talents d'acteur de Jérôme il n'y a pas longtemps. J'ai revu le Marcel d'Or d'il y a quelques temps, qui est dans l'UNFP. J'ai vu ça avant-hier, je crois. Ça date, ça. C'était avec 2005, je crois. Avec Édouard Cissé, Alonso, etc. C'était quand même assez. Paoletta. C'était assez dingue, c'est Marcel d'Or de l'époque. Il y avait de l'autre dérision. Les joueurs d'avant, ça. Aujourd'hui. Simon, merci beaucoup. Voilà, donc la Lucarne, fin mai, début juin, à Paris. Le seul festival de foot. En France, exactement. Voilà. C'est ça. Ça existe dans d'autres pays, ça Ouais, en Allemagne, ça fait 15 ans que ça existe. Et il y en a dans pas mal de pays, mine de rien. Et en France, pour le coup, on est les seuls pour le moment. Donc, c'est quand au Luxor, là 31 mai, jeudi prochain. Une semaine. Bon. Ouais, 31 mai, 3 juin, si vous voulez. C'est que 31 mai le soir. De quoi on est dans l'after. Vous pouvez faire les là-bas. 31 mai, c'est compliqué. Nous, on est là, on est à l'antenne. Ouais, même on a une séance italienne. C'est un jeudi prochain. On a une séance italienne aussi le vendredi soir avec un documentaire. On avait voulu inviter notamment Simone Rovera, mais qui sera pris évidemment sur votre plateau, puisqu'il y a le match amical France-Italie. En plus. Le vendredi soir. Il est en vacances, le gars. Il est sur la sellette, là. Pas sûr qu'il soit là. Messieurs, il y a quelques infos. Tiens, reste, Simon, tu vas faire le quiz dans quelques instants avec nous, si tu veux bien. J'ai 2-3 infos à vous donner avant ça. Vous dire que Xavi continue à jouer au foot. Il a re-signé au Qatar et il a 38 ans, le gars. Il a re-signé pour 2 ans. Donc, au Qatar, Xavi peut jouer jusqu'à 52. Peut-être. C'est possible. Titulaire au Qatar, Jérôme, si tu veux. Il y a un truc étonnant par ailleurs. Vous savez qu'à Clairefontaine, la parole à Clairefontaine dans le cadre de l'équipe de France est toujours très contrôlée. Et aujourd'hui, l'entraîneur des gardiens est venu s'exprimer. Franck Raviot. On n'entend jamais l'entraîneur des gardiens. Surtout Franck Raviot. Et là, Raviot, il arrive. Personne ne connaît le son de sa voix. Et en plus, écoute, Bruno Martini, c'est le même. Donc Raviot dit, alors on lui pose des questions sur les gardiens allemands. Les Allemands, Neuer, respect. Ter Stegen, ok, évolution linéaire. Puis après, rien. Voilà ce que dit Raviot. Trapp, il n'est pas titulaire, donc voilà. Et il a défendu Areola. Il dit, moi je veux qu'Areola reste numéro 1 en club. Donc en gros, il veut pas de bouffonne, Raviot. Il dit, il a montré cette saison un gros potentiel, fort caractère. On lui a demandé à Raviot. Il est venu en conférence de presse, donc on lui a demandé. Donc il a soutenu, comment dirais-je, avec conviction Areola. Franck Raviot est entraîneur des gardiens. On est très bien.
Bah voilà. Sinon, Iniesta à Kobe, c'est officiel désormais. Et puis tout à l'heure, tu parlais de Vahid Halilhodžić. Ah, il est où Vahid? Alors, Vahid, il a toujours pas digéré. Il a toujours pas digéré de cette fait virer. Ma merde. Et alors, il attaque la fédération et il demande, pour réparer son honneur, dit-il, il demande une condamnation de la fédération pour un yen symbolique. Est-ce qu'on sait si à la fin, quand il s'est viré, il a dit la vérité, j'ai vomi? Oui, c'est vrai qu'il disait ça. Voilà, il doit vomir. C'est quand Fiorez était parti. Ouais. Ma merde, j'ai vomi. Ouais. On ne sait pas s'il a vraiment vomi. La nuit. Non, il n'a pas vomi. Non. Ça, je peux te le dire, j'y étais, il n'avait pas la tête d'avoir vomi. Dans quelques instants, le quiz. Ma merde. On revient tout de suite dans l'after.